Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio cousu main, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, Disunited Colors, la France et l'Angleterre au bord de la crise de nerfs. Une série d'Ilana Navarro réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a les itinéraires familiaux, à travers les histoires nationales, coloniales ou guerrières, du Sénégal à Paris, du Pakistan à Londres, de l'Algérie à la France ou de la Syrie à l'Angleterre. Il y a aussi des trajectoires d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre ou d'une classe à l'autre. Et puis il y a les mangeurs de grenouilles et les mangeurs de roast-beef qui se regardent parfois en chien de faïence. Et surtout, de chaque côté du tunnel, il y a deux modèles, l'assimilationniste et le multiculturel, qui semblent vaciller tous les deux depuis les attentats et le Brexit. Comme si la peur se cristallisait autour de la religion musulmane. Alors peut-être qu'il faut relire les lettres persanes et poser avec la même ironie que Montesquieu cette question, mais comment peut-on être musulman ? Alors pour commencer, les personnages. Un anthropologue qui ne s'en laisse pas compter, un sociologue qui voit clair, une sociologue qui revient sur les lieux et rétablit les faits, une historienne qui décrypte et un écrivain qui fait le guide. Ensuite le décor. Une ancienne église protestante devenue synagogue, puis mosquée, des rues commerçantes de Brick Lane et de la Goutte d'Or, des mosquées trop petites et des passants qui parlent toutes les langues. Aujourd'hui, 3e épisode, on est à Brick Lane. Mon cher Ouzbek, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la plume, un peu plus de 3 siècles après ton voyage légendaire. Parti d'Ispahan, tu avais parcouru Smyrne, Venise, Paris, laissant derrière toi tes eunuques et ton harem, surtout Roxane, ta préférée. Tu avais traversé des villes et des villages, rencontré des hommes et des femmes aux mœurs différentes des tiennes. Tes lettres racontaient la France. Elles avaient inspiré non seulement ton harem et tes amis restés en Perse, mais les Français eux-mêmes. Ils avaient dévoré tes lettres persanes, sans même savoir que tu étais une invention de Montesquieu. Moi aussi, tu m'inspires. Tu me donnes envie de voyager. Je ne suis pas persane, je ne suis pas imaginaire, et je n'ai pas de harem. J'aurais bien aimé, mais je pense que même dans la France d'aujourd'hui, ce serait mal vu. Je suis turque d'origine et française depuis peu. C'est pour ça que je prononce ton nom comme il faut, Ouzbek, et non pas Uzbek à la française. À ton époque, la France traversait 2 crises. Une crise causée par les excès de la finance naissante et une crise des relations entre l'État et la religion. Figure-toi que rien n'a changé. Sauf qu'aujourd'hui, la religion qui catalyse cette crise, c'est l'islam. Les Mahométans, comme on disait à ton époque. Mon cher Ouzbek. Mes lettres persanes. De Brick Lane à la Goutte d'Or. Cher Ouzbek, dans tes lettres persanes, tu racontais souvent tes impressions du système anglais et de sa monarchie parlementaire. Tu dois te demander ce qui s'est passé depuis tes voyages en 1721. Comment la France et l'Angleterre sont-elles devenues si multiculturelles ? Pour que tu puisses te situer un peu, je vais t'emmener aujourd'hui à la Goutte d'Or, un quartier populaire de Paris, et à Brick Lane, un quartier historique de Londres. Mon cher Ouzbek, ferme les yeux. Laisse-toi aller, tu n'es pas au bout de tes surprises. Là, on est sur le boulevard de la Chapelle. C'est le marché de Barbès, marché de la Goutte d'Or. Et la Goutte d'Or, elle est cernée par 2 boulevards, par le périph', on va dire, Porte de la Chapelle,
et boulevard de la Chapelle. C'est Samuel Everett, chercheur franco-britannique, qui travaille sur l'histoire de l'immigration. Il est affilié à la prestigieuse Cambridge University que tu connais. C'est un marché, donc il y a de tout. Il y a des gens un peu plus âgés, puisqu'il est 10h du matin, donc beaucoup de personnes sont au travail. Il y a des gens qui achètent pour leur restaurant, leur café. Il y a des mamans, beaucoup de femmes voilées, il y a beaucoup d'Africaines de l'Ouest. Il y a de tout qui se croise, donc ça fait écho un petit peu à Bardès, le quartier, de façon générale. Il faut savoir aussi que la Goutte d'Or, Bardès, c'est un quartier très marchand. Donc en fait, beaucoup des personnes, ils viennent que le jour du marché. Et ils ne sont pas du quartier forcément. Ouzbek. Ici, on entend le français, l'arabe, le wolof, le bambara, le soninké, le chinois. Tout se mélange. On s'y perd comme à Alger, à Dakar, à Tombouctou. Nous voilà rue de la Goutte d'Or. Donc c'est la rue entre guillemets la plus importante du quartier, mais qui est quand même de moins en moins commerçante. On va remonter par là. Là, à l'horizon, on voit le Sacré-Cœur, donc la butte de Montmartre. Derrière l'église, il y a des vignes. Et c'est ici qu'on produisait le vin. D'où le nom, la Goutte d'Or. Et ça vient du vin blanc qu'on produisait dans le quartier. Ça, c'est plutôt début du 19e siècle. Et la Goutte d'Or n'était pas du tout raccordée à Paris à cette époque-là. Les gens qui sont venus travailler le vin, c'était une immigration de l'intérieur de la France. C'est-à-dire des gens de Clermont, des gens de Lille. L'immigration de masse de l'extérieur, elle commence au début du XXe siècle. Et à ce moment-là, tu as une immigration de masse qui vient plutôt d'Italie, d'Espagne, de Belgique, de Pologne. Il y a une forte communauté juive ashkénaze qui vient s'installer à la Goutte d'Or. On voit aussi la différence, c'est pas du tout une architecture haussmannienne ici. On est dans des petites ruelles à l'ancienne, on dirait plutôt un village, tout en bas d'une grosse église. C'était un quartier très pauvre, d'ouvriers. En fait, Émile Zola, il décrit dans l'Assommoir les conditions misérables des ouvriers qui vivaient là, les hôtels de passe, les conditions pas possibles d'insalubrité des résidences dans lesquelles vivaient ces ouvriers, ces travailleurs de la vigne, etc. Là, on est dans une rue relative où il n'y a pas grand monde. Vous allez voir, à partir de midi, il y a de plus en plus de monde. On a l'impression qu'il y a trop de monde pour un si petit quartier. Mon cher Ouzbek, suis-moi maintenant à Londres. C'est facile, il y a même un tunnel sous la Manche. Viens dans le quartier de Brick Lane, l'équivalent de la Goutte d'Or. Enfin, presque l'équivalent. 40 ans avant ton voyage mythique, ce quartier était fondé par des réfugiés français. Nous sommes sur Fournier Street, dans le quartier de Brick Lane. C'est une des rues où les réfugiés huguenots français sont venus pour fuir la persécution catholique. Ils se sont donc installés dans les faubourgs est de Londres. Ils ont essentiellement travaillé dans le secteur du textile. Cette fois, c'est Benjamin Gidley, sociologue britannique qui travaille sur l'histoire des migrations. Les Huguenots étaient des protestants français, réfugiés qui se sont installés en plusieurs vagues après la Réforme, qui a vu la persécution dans la France catholique. L'Angleterre protestante constituait un refuge relativement tolérant pour ces persécutés.
Les Huguenots constituaient l'une des premières minorités religieuses venues ici pour y trouver refuge. Il y avait beaucoup de débats dans le public quant à la diversité religieuse, la tolérance. C'était des protestants. Par conséquent, il y avait une espèce de compassion de la part des Anglais, eux aussi protestants. Ils étaient vraisemblablement plus à l'écoute qu'ils ne l'auraient été envers des catholiques. Évidemment, le protestantisme était quelque peu différent dans ses pratiques. Il y avait une résonance entre l'histoire de la persécution et l'identité des Anglais. L'Église anglicane avait une identité liée à l'antagonisme envers l'Église catholique et le pape. Venons par là. Dans ces rues, on sent le mieux l'ambiance du 19e siècle. Tu avais déjà remarqué, noble Ouzbek, les grandes différences entre la France et l'Angleterre. La société anglaise et le reste du monde protestant entamaient une forme de modernisation de la société à l'intérieur même de la religion. Ceci restait impensable dans la France catholique et absolutiste que tu as connue. Aujourd'hui, c'est relativement calme parce que c'est le Ramadan. Donc les Bangladais ne sont guère dans les rues. Il y a un homme assez âgé là que l'on voit avec une barbe blanche, il porte un chapeau blanc et puis il a un long manteau. Au cours du XVIIIe siècle, on entendait la langue française dans ces rues. À partir de la fin du XIXe, on entendait plutôt du yiddish. Et dans les années 70, là, c'est le bangladais, le séleti, qui est la langue dominante. Là, on voit des gens en habits victoriens. Une ambiance très marquée dans ces rues. Là, on est au coin de Fournier Street. C'est un des quartiers les mieux préservés de l'ancien East End. Lorsque l'on veut tourner des films sur Jacques Léventreur ou la Londres de Dickens, eh bien c'est ici qu'on fait les tournages. Well. Ladies and gentlemen, welcome to the Jack the Ripper Tour powered by Ripper Vision. My name is Johnny and I'm going to be your guide for this evening. So good evening! And then we were wondering if there's anyone here. I'm here. You're here. Oh, wonderful. C'est Philippe Black. Il nous fait visiter cette minuscule maison huguenot. Elle avait été transformée en synagogue avant de devenir un musée de l'immigration. C'est bon que je vous parle en français pour le moment parce que les gens qui habitaient ici dans les années 1700, c'était des Français. C'était des maîtres tisserands qui habitaient là. C'était la famille Augier, les Huguenots. Et je vais vous montrer à l'intérieur. Venez avec moi. L'histoire surtout commence ici. Nous avons une exposition qui a été faite par des enfants. Les enfants ont imaginé comment c'était pour les Huguenots qui sont venus ici. Et ils ont écrit ça, des diaries, des journaux intimes. Le journal intime. Dear diary, I have decided to leave Cher journal, Rouen j'ai décidé de quitter Rouen. because the Catholics are killing our Les children. catholiques tuent nos And I enfants am very scared. et je suis très effrayée. The Catholics even Les catholiques sont vraiment might très kill méchants. me. Ils pourraient même me tuer. My younger brother has been taken away. Ils ont pris mon petit frère. Let's go downstairs for a few minutes. Voilà devant vous, vous voyez l'endroit, ce qui en anglais s'appelle the Ark of the Synagogue. Et c'est là qu'il y avait le Torah qui est maintenant parti. Dans cette salle, ici, voir des inscriptions
en hébreu et en anglais. Vous voyez le commencement, si vous voulez, des étrangers qui deviennent des citoyens. Derrière cette porte, il y a 300 ans d'histoire en son, in sound. Ah, des immigrés qui deviennent des citoyens. Ça a l'air très idyllique comme ça, n'est-ce pas? Mais l'histoire a mis à l'épreuve plusieurs fois ma croyance en cette très belle idée. On arrive dans un quartier où il y a les boutiques de bagels, les derniers commerces juifs du quartier de Brick Lane. C'est un petit peu le cœur du quartier commercial juif, si vous voulez. C'était un centre de culture yiddish ici. C'est l'un des grands endroits où l'on imprimait des œuvres de poésie ou de littérature en yiddish. Il y avait du théâtre en yiddish, des productions de pièces de Shakespeare ou d'Ibsen en yiddish. Au début du XXe, en Europe occidentale, il y avait tout un débat quant à l'appartenance nationale, l'intégration, le rôle de la religion, le rôle des minorités. Et évidemment, cela se déclinait de manière différente selon les pays. À partir de la fin du 19e, on pensait que ce quartier de Londres était devenu une espèce de quartier d'étrangers, un ghetto si vous voulez, un espace oriental. Il y avait des articles qui expliquaient que l'on pouvait se promener dans les rues sans entendre le moindre mot d'anglais. Il y avait plusieurs groupes, dont le British Brothers League, l'un des groupes qui voulait restreindre l'immigration. Le mot-clé qu'ils utilisaient, c'était alien, les étrangers. Donc il y avait de l'antisémitisme envers les Juifs. Comme ils étaient immigrés, ils étaient visés par les partis de droite. Et à la fin du 19e, il y avait de plus en plus de pression visant à restreindre l'arrivée des aliens, les étrangers donc. La première loi en ce sens a été promulguée en 1905, c'était le Aliens Act. Loi qui, pour la première fois, a lancé un système de contrôle aux frontières. Cela s'appliquait en particulier aux gens qui voyageaient dans les classes peu chères à bord de navires. Les gens qui voyageaient en première classe étaient exemptés, évidemment. Donc on visait les immigrés de masse, ces espèces de catégories de personnes indésirables. Les Anglais appelaient les Juifs aliens. Ça signifiait l'étranger. Tu vas peut-être trouver ça drôle qu'aujourd'hui, alien en anglais comme en français signifie extraterrestre, c'est-à-dire quelqu'un qui vient d'une autre planète. On avance un peu par là. Ici on est au parc, en face donc de l'église qu'on appelle l'église Saint-Bernard, église Saint-Bernard de la Chapelle. C'est une église qui est assez centrale par rapport au quartier, qui domine l'est du quartier et qui a aussi une place symbolique dans le quartier par rapport à la solidarité que l'église a montrée au fur et à mesure à travers les décennies par rapport à l'immigration clandestine, les sans-papiers, le mouvement des sans-papiers et puis aujourd'hui par rapport au problème des réfugiés. En France aussi, au début du XXe siècle, on sortait d'une longue période d'émeutes liée à un antisémitisme très virulent, amplifié par ce qu'on a appelé l'affaire Dreyfus.
Cette affaire avait déchaîné les passions et divisé le pays. En tout cas, en 1905, des deux côtés de la Manche, l'heure était à la définition de ces relations, à la fois à la religion et aux aliens. Donc au même moment que l'Aliens Act en 1905, en France, il y a la loi de la séparation de l'Église et l'État. Donc l'article 1er, la République assure la liberté de conscience. La question c'est de séparer et creuser l'écart entre l'Église et la politique. Et neutraliser l'importance de l'Église dans le champ éthique et moral. Autrement dit, c'est un peu la fin de cette période où il y a une soumission à une loi divine et le début d'une nouvelle ère de droit rationnel construit, établi par des hommes. Il faut remettre tout ça dans son contexte. 1905, on est quand même dans un contexte d'antisémitisme très aigu en toute l'Europe. Il y a une stigmatisation du juif qui arrive en France, on connaît l'affaire Dreyfus fin du 19e. Puis on sort donc d'une longue période d'émeutes anti-juifs, etc. Il y en a donc qui parlent de la loi 1905 comme une façon aussi de mettre fin à ça. C'est aussi une question de liberté de conscience. Autrement dit, on ne privilégie plus une religion sur une autre. Bon, Ouzbek, essayons de suivre les principes de la laïcité à la lettre. On ne privilégie aucune religion par rapport à une autre. À l'époque, des religions en France, il n'y en a que 3. Les catholiques, les protestants et les juifs. Les musulmans sont encore peu nombreux sur le territoire de la métropole et de toute façon, ils ne sont pas concernés par cette loi car ils ne sont pas des citoyens. Ils sont des colonisés, on disait même des indigènes. Mais même pour les juifs, laïcité ou pas, leur intégration continue d'être mal vécue par toute une partie de la société. Et c'est pareil en Angleterre. Ça se manifeste dans le quartier de Brick Lane, où la majorité des habitants sont des juifs. Passing the Tower of London, 5,000 fascists rally to their mobilization for the much advertised march through the East End. Londres, bataille de Cable Street, 1936. 6,000 police are already concentrated in the area. Others are rushed to reinforce them. Communists, Labourites and Jews jammed the fascist route, resisting the peaceful efforts of the outnumbered police to clear the way. We're now on Cable Street. Nous voici sur Cable Street, site où a eu lieu il y a 80 ans une grande bataille entre des fascistes et des militants de gauche et des résidents juifs. On arrive à la fresque murale qui retrace cette bataille. Sur le côté de l'ancienne mairie, il est dépeint Cable Street et les résidents qui lancent des projectiles pour essayer de bloquer les fascistes, les chemises noires menées par Oswald Mosley. Vous voyez les barricades érigées par les antifascistes. Ils n'étaient pas que juifs, il y avait également des militants des grands partis de gauche. Donc sur la fresque, l'on voit la bannière du Parti communiste, du Parti travailliste et du Parti travailliste indépendant. Les 3 grands partis socialistes. Cette zone, il y avait également des anarchistes et puis il y avait de plus des juifs apolitiques qui travaillaient ici. Imaginez environ 2000 policiers qui se tenaient entre 3000 fascistes et des dizaines de milliers, voire une centaine de milliers de militants antifascistes qui voulaient arrêter les fascistes. England 1936, the grip of the Sabbath day. In London town, the only sound is a whisper in an alleyway. Ouzbek.
Ces Juifs ont finalement survécu aux fascistes anglais. Ceux qui n'ont pas survécu, c'était une partie des Juifs français. Quelques années après la bataille de Cable Street, presque 78 000 d'entre eux ont été déportés et assassinés par le régime nazi allemand, tout comme 6 millions de Juifs d'Europe. C'était lors de la Seconde Guerre mondiale, cette grande guerre qui a démantelé l'Europe. Tous les modèles du pluralisme et du vivre ensemble étaient remis en question. Cette guerre a aussi eu comme conséquence d'accélérer la décolonisation. Le grand événement qui a changé le rapport entre nos mondes, l'Orient et l'Occident, ça a été la colonisation. Presque tous les pays musulmans ont été colonisés par la France et l'Angleterre pour la plupart. Heureusement, nos deux pays, la Turquie et la Perse, ou l'Iran comme on dit aujourd'hui, y ont échappé. Depuis, de nombreux colonisés sont arrivés en métropole, lors de plusieurs vagues d'immigration. C'était surtout à cause des spoliations coloniales, mais aussi parce que la métropole était attractive. Les immigrés algériens se regroupaient dans certains quartiers comme la Goutte d'Or. Alors, est-ce qu'on est à Barbès ou est-ce qu'on est à la Goutte d'Or ? Pour moi, on est à Barbès. J'ai connu ce quartier dans les années 60. Ce quartier s'appelait Barbès. Et pour moi, il n'a jamais changé de nom. C'est Nassira Ghenif, une sociologue qui a passé toute son enfance dans le café de son père, lui-même un Algérien immigré en France dans les années 1930. Mon père est arrivé en 1935 en France, donc il est allé en métropole, il faisait partie de cette paysannerie prolétarisée en Algérie, qui n'a pas pu continuer à subvenir à toutes les nécessités de l'existence sur les terres qu'il possédait. Et donc il a dû quitter sa région, son village, pour venir en France. Et il a suivi un parcours assez classique dans cette période-là, qui est arrivé à Marseille et puis très vite se retrouver dans les mines du Nord-Est. Puis ensuite, il est revenu sur la région parisienne. Il est resté à peu près sans nous donner de nouvelles pendant toute la période de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il était là. Le café de mon père s'appelait La Cigogne. C'était un café-restaurant et puis la devanture, c'était les boutiques assez classiques de l'époque, en boiserie, peinte en jaune. À l'époque, c'était une grande place. Et c'était une place où il y avait beaucoup de gens qui se réunissaient, alors beaucoup d'hommes pendant très longtemps, parce que c'était un quartier où vivaient les immigrés ou les indigènes qui venaient d'Algérie. Et donc c'était un quartier très masculin, et puis ça a évolué, mais c'était un quartier très vibrant et très animé. Il existe une photo du café de mon père. Quand j'ai retrouvé cette photo, j'ai douté. Au début, je me suis dit, c'est pas possible, c'est exactement la place, c'est l'ambiance. C'est marqué... Une émeute révèle en plein Paris la médina de la Goutte d'Or. Alors là, c'est très intéressant parce que, donc on parle d'émeute, dans un climat, alors surtout si c'est par Image qui publie, on peut imaginer effectivement que le 30 juillet 55, ça fait déjà 8 mois que la guerre a été déclenchée en Algérie, donc la crainte d'une extension, la crainte d'exaction, donc cette idée que ça arriverait en plein Paris, c'est effectivement quelque chose qui peut susciter l'effroi, l'inquiétude. En 1955, c'était pendant la guerre d'Algérie, très clairement. C'était des affrontements entre factions, mais c'était aussi la répression que la police faisait subir à la population arabe et algérienne dans le quartier, parce que en fait, ils contestaient toutes les formes d'exaction qui leur étaient opposées. On parle beaucoup du couvre-feu. Il faut se souvenir que l'état d'urgence est instauré en 1955. Il est instauré partout, alors en Algérie, mais aussi en France. Barbès est le lieu est une cible, tout particulièrement, de ces pratiques policières et de cette répression de l'État. Opération policière au bidonville d'Argenteuil près de Paris, où un quart de police pris en embuscade ayant été mitraillé par des Algériens, un officier de police a été tué et 2 autres blessés. À la suite des premières mesures prises par le gouvernement pour prévoir et supprimer les attentats, 3000 Algériens de la région parisienne étaient arrêtés et maintenus au vélodrome d'hiver jusqu'au terme du contrôle de leurs activités. Opération de contrôle. Bon, alors mon capitaine, nous allons faire le bouclage du bain mort comme samedi dernier. Oui. Donnez-moi 5 ou 6 gradés pour aider à la vérification. Entendu, alors je boucle. Personne ne boucle maintenant. Vous laissez tout le monde en place. La fouille est faite consciencieusement, le matelas est retourné. Ouzbek. À l'époque, on entendait beaucoup parler des Algériens qu'il fallait surveiller. Mais beaucoup moins des caves de la Goutte d'Or.
dans lesquels des militants indépendantistes étaient torturés par des paramilitaires algériens servant la France coloniale, les harkis. Revenons en Angleterre, où les tourments de la décolonisation se sont joués loin, très loin de la capitale. Nous sommes sur Whitechapel Road, nous arrivons à Altabali Park. Elle, c'est Nazneen Ahmad, une historienne de la ville de Londres. Je n'ai pas grandi ici, mais je connais bien ce quartier. Ma famille vient du Bangladesh, de la région du Sylhet, exactement. Et la plupart des gens qui vivent ici viennent de cette région. Et donc ici dans ce quartier, on trouve la nourriture du Bangladesh. Donc ma famille venait ici régulièrement pour acheter la nourriture du Bangladesh, quitte à traverser la ville de Londres pendant 2 heures pour venir faire les courses. Et mon père est arrivé dans les années 60 ici, il faisait partie du mouvement nationaliste, il vivait au nord de Londres, il venait ici pour organiser ses activités politiques et retrouver d'autres personnes ici. Donc il faisait partie du parti communiste de ce qu'on appelait à ce moment-là le Pakistan oriental. Il faisait partie de la branche maoïste du parti communiste. Ils étaient laïcs. Alors moi, je suis historienne des religions, de la migration et de l'architecture. Je me suis beaucoup intéressée à la migration bangladaise à Londres. Beaucoup de gens pensent qu'elle date des années 60. En fait, elle remonte au 19e siècle. Même s'il y a une migration importante à partir des années 60 dans le cadre du Commonwealth, il y a une histoire beaucoup plus longue de la migration de ceux qu'on appellerait aujourd'hui des Bangladais, mais qui à l'époque étaient des sujets de l'Empire britannique avant la partition de l'Inde. Je crois d'ailleurs que c'est au XVIe siècle qu'on trouve le premier nom bangladais enregistré à Londres. Autant dire que le lien entre Londres et le Bengale remonte à très très longtemps. Je me suis donc intéressée à la vie de ce quartier de Londres, comment les Bangladais étaient arrivés ici à Londres. Et je me suis rendu compte que ça renvoyait à l'histoire des docks, en fait. Pourquoi ? Eh bien, par une curiosité de l'histoire, il y a beaucoup de gens de la région, de cette région, le Sylhet, qui travaillaient sur les navires de la marine anglaise. Même si la région du Sylhet est une région enclavée, agraire donc, eh bien, en fonction des différentes saisons, les agriculteurs et leurs enfants, à ce moment-là, étaient obligés de quitter la région et ils s'embauchaient pour travailler comme marins sur les navires. Et ça remonte au XVIIIe siècle. On les appelait les Lascars. Ce terme de Lascar, ça vient du perse al-Askari, qui veut dire le soldat. Si on en croit d'ailleurs les statistiques des traces coloniales qu'on peut en avoir, 80% en tout cas des marins provenaient effectivement du Bengale. Ils étaient majoritairement musulmans puisqu'il y avait le système des castes qui faisait que les hindous ne pouvaient pas, eux, être marins et prendre la mer. Mais laissons de côté les Lascars et les tout premiers musulmans installés à Londres. Même les derniers arrivants bangladais quittent petit à petit leur quartier historique. C'est devenu tellement à la mode ici. C'est vraiment un secteur qui est en plein bouleversement. La gentrification grignote peu à peu Brick Lane. On peut tout à fait envisager que d'ici quelques années, on n'appellera plus ça Bangla City ou Bangla Town. So we're walking past a big group of Indian tourists dressed up in saris on a guided tour. Là, vous voyez un grand groupe de touristes indiens vêtus de saris. Il y a un guide
Brick Lane est une destination pour des touristes du monde entier désormais. Aujourd'hui, les immigrés sont beaucoup plus branchés. Les jeunes Américains s'installent ici de plus en plus. Over there, you could have seen that there was a street sign that was in Bengali, but with the Sylheti pronunciation. Ici, il y avait par exemple une plaque, la plaque de la rue, qui était en anglais avec la traduction en bengali. C'est effectivement la langue bengalaise, mais la transcription anglaise en dessous est en fait une traduction littérale de la langue régionale, la langue Sylhète, qui était celle des gens qui vivaient dans ce quartier. Quand j'étais petit, donc en Grande-Bretagne, à Londres, je voyais bien la différence entre Brick Lane où on voit écrit en bengali et en anglais, parfois que en bengali d'ailleurs, et puis ici, Paris, la Goutte d'Or, le Sentier, etc., où il y a une façon unique d'écrire les noms des rues, et c'est toujours en français. Alors c'est un rapport avec la question de la francophonie, hein. Et la francophonie, elle a un fort lien avec la question coloniale, c'est-à-dire le modèle français qui avait comme fin une imposition de la culture française qu'on pensait supérieure aux différentes cultures des colonisés. Donc l'État ne pourra jamais se permettre de faire des plaques de rues dans différentes langues. C'est juste impensable. En revanche, à la Goutte d'Or, on fait quand même référence à différentes vagues d'immigration. C'est-à-dire que juste à côté, on a la rue Timbuktu. De l'autre côté de l'église, il y a la rue d'Oran. C'est-à-dire qu'on fait quand même référence. C'est-à-dire qu'on ne nie pas non plus que la Goutte d'Or est un endroit d'immigration. Paris, Londres, Goutte d'Or, Brick Lane. C'est étrangement là, Ouzbek, autour des plaques de rue où la différence entre la France et l'Angleterre est le plus visible. Mais ces petits signes sont indicateurs de deux modèles, de deux empires qui s'opposent, et ce depuis des siècles. D'un côté, la France et sa politique assimilationniste, de l'autre, la Grande-Bretagne et son pluralisme, paradoxalement aussi libéral que conservateur. Vous en avez qui opposent le multiculturalisme britannique d'un côté et l'assimilationnisme français de l'autre. C'est Kenan Malik, un politologue et écrivain anglais. And French politicians, policymakers often say we avoid all the pitfalls of politiques français disent voilà, nous avons évité les écueils du multiculturalisme, nous traitons nos citoyens comme des citoyens et non pas comme les porteurs de telle ou telle histoire religieuse ou culturelle. Alors ce serait formidable si tel était le cas dans la pratique, mais ça n'est pas le cas parce que, venant de départs très différents, finalement, la Grande-Bretagne et la France se rejoignent. Et l'une de mes critiques envers le multiculturalisme, c'est que celui-ci consiste à mettre les gens dans des boîtes. Leur coller des étiquettes et répondre aux besoins, aux aspirations de ces gens en fonction des étiquettes qui ont été définies par la classe politique. Et c'est exactement ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'en France, on parle beaucoup de, disons, 5 millions de musulmans en France. Il y a peut-être 5 millions de personnes d'origine nord-africaine en France, ça c'est possible. Mais parmi celles-ci, il n'y a qu'une minorité de gens qui soient des musulmans pratiquants, un cinquième parmi eux qui vont à la prière du vendredi, et pourtant on les qualifie tous de musulmans, on les met dans cette boîte, on leur colle cette étiquette, et quelle que soit leur position religieuse, qu'ils soient laïcs ou pratiquants, de gauche ou de droite, quels que soient les points de vue, on considère qu'ils sont des musulmans, point final. Alors ce que fait l'État français, en traitant tous les habitants comme des citoyens et non pas, disons, des porteurs d'une telle ou telle religion, on fait fi de toute la discrimination qui existe pourtant à l'encontre de ces personnes, et puis ensuite, en les décrivant tous comme des musulmans point final, on considère que l'islam constitue un autre avec un grand A qui s'oppose aux valeurs et aux identités françaises. Voilà, comme ne faisant pas partie intégrante de la nation française, et on arrive finalement à la même société fracturée en France comme en Grande-Bretagne. I think that there hasn't been L'approche envers le multiculturalisme est différente en Grande-Bretagne de ce qu'elle est en France. En Grande-Bretagne, on a cette tradition de laisser faire sur le plan sociétal, une espèce de tolérance différente, un cadre à minima de ce qu'il faut faire ensemble pour partager des choses. I think the criticism of
La critique envers le pluralisme conservateur en Grande-Bretagne, donc cette notion de multireligieux par rapport au multiculturel, bien la grande critique, c'est que ça a donné du pouvoir aux voix conservatrices au sein de communautés qui jouent un rôle important pour représenter ces communautés envers l'État britannique et les collectivités locales. Dans la plupart des cas, ce sont des personnages de patriarches un petit peu autoritaires qui usent de cette voix. Par conséquent, il y a moins d'espace accordé aux diversités dans ces communautés. Mais alors, cher Ouzbek, les deux modèles ont leurs failles. Et le vernis qui tente de les masquer ne peut pas tenir très longtemps. Pour chercher des solutions, il faudrait déjà entendre les critiques. La notion de diversité comme expérience vécue de sociétés qui sont rendues diverses du fait de l'immigration de masse, c'est une idée que nous devons accueillir de nos vœux. Esprit ouvert, frontières ouvertes. Mais le multiculturalisme comme processus politique, c'est quelque chose de différent. Il consiste à définir des politiques destinées à gérer cette diversité, la gérer en mettant les gens dans des boîtes ou leur collant des étiquettes politiques, des boîtes ou des étiquettes définies par l'origine ethnique, la confession. Alors on dit voilà, vous avez les Africains, les Antillais, les musulmans, les Sikhs, les Hindous, comme si chacun d'entre eux appartenait à telle ou telle catégorie. Alors ces catégories, ces boîtes, sinon on essaye de s'intéresser aux besoins, aux aspirations, en fonction de ces boîtes dans lesquelles on les a enfermés, et définir les politiques sur cette base-là, c'est ça la politique qui a été absolument catastrophique parce qu'elle bat en brèche tout ce qui est sympathique sur la diversité justement en tant qu'expérience vécue. Le multiculturalisme constate que la société est diverse, mais la diversité s'arrête aux limites des minorités. C'est-à-dire que vous avez la diversité, mais les communautés musulmanes sont censées parler d'une seule voix et donc toute la diversité au sein de la communauté musulmane a été effacée. Prier dans la rue à Paris, c'est interdit depuis minuit. Vendredi, jour de prière pour les musulmans et pour la première fois depuis des mois, pour ne pas dire depuis des années, à Paris, le quartier de la Goutte d'Or et la rue Mira, dans le 18e arrondissement de la capitale, n'ont pas été coupés par la masse des fidèles. Jusqu'à présent, et faute de lieu, ayant une capacité d'accueil adaptée, les musulmans du quartier priaient dans la rue. Claude Guéant a prévenu, en tout cas, si prière de rue il y a, les forces de l'ordre interviendront. Une menace qui divise dans le quartier de la Goutte d'Or. Ils vont appeler les keufs pour quelqu'un qui fait la prière. Et demain, ils vont faire quoi? On ne sait pas. Il faut respecter la route. C'est-à-dire, si on a les moyens d'aller ailleurs, moi, personnellement, je vais ailleurs. Mais revenons aux choses concrètes. Que ferais-tu, toi, noble voyageur, si tu cherchais une mosquée dans laquelle prier, à Brick Lane ou à la Goutte d'Or? Il y avait une grande mosquée qui a été conçue dans les fins des années 20 dans le 5e arrondissement, on va dire au centre de Paris. Très jolie, très grande mosquée, mais cette mosquée, elle est loin d'ici. C'est-à-dire que vous imaginez dans les fins des années 30 ou même fin des années 40 où il y a une plus forte immigration, d'aller d'ici la Goutte d'Or jusque là-bas, ça faisait trop loin pour aller faire sa prière. D'où la question de la construction de différentes salles de prière, de mosquées dans différents quartiers, dont la Goutte d'Or où il y avait une concentration de musulmans, de gens qui pratiquent l'islam. Je ne saurais pas vous dire exactement combien de salles de prière il y a à la Goutte d'Or, mais en tout cas les deux célèbres mosquées, mesjid, ce sont rue Mira et rue Polonceau. Elles sont très connues parce que dans les années 2000, il y avait tout un scandale autour du fait que le vendredi, les gens priaient dans la rue car il n'y avait pas assez de place à l'intérieur des salles de prière dans ces deux mosquées, Mira et Polonceau. Donc, pendant ce temps-là, il y a une montée de la parole d'extrême droite par rapport à cette situation. En 2011, la préfecture de police, main dans la main avec la mairie de Paris, met fin à toute prière de rue. Et Dalil Aboubakar, recteur de la grande mosquée de Paris, donc celle qui se trouve dans le 5e, essaye de convaincre les fidèles d'aller prier ailleurs, dans un hangar, donc caserne militaire, du côté de la porte de la Chapelle, sur le périphérique.
Déjà, c'est une caserne militaire, donc ça fait penser à l'époque coloniale où on voulait soumettre l'islam à la tutelle de la France. Mais aussi, c'est un hangar, c'était pas très beau, c'est vide, c'est sombre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les gens continuent à faire la prière dehors, donc dans l'espace public, ce qui était à la base de tous ces scandales, mais dans un parking entre les deux parties de la caserne. Et puisque personne ne voit, il n'y a pas une visibilité publique autre que sur le périph', eh bien, ça pose pas de problème. Tandis que ici, dans un quartier qui est en pleine gentrification, ça posait un énorme problème. Cette solution qui était temporaire, ça fait bientôt 6 ans, est devenue permanent. À la Goutte d'Or, Ouzbek, ce sera un peu compliqué de prier. Il va falloir se déplacer pour trouver une mosquée digne de ce nom. Mais à Brick Lane, tu as le choix. Il y a la grande East London Mosque, établie en 1941, dans un immense complexe avec des salles de prière, pour les hommes et pour les femmes, toutes origines confondues. On y trouve aussi des commerces islamiques, des salles de mariage, des pompes funèbres. Mais si tu as besoin de plus d'intimité, tu peux aller à la petite mosquée de Brick Lane. Welcome to the Brick Lane Mosque. C'est Yassine, le second imam de la mosquée de Brick Lane. Ce bâtiment a été construit il y a longtemps, en 1743. C'était une église d'Huguenots. Ils étaient persécutés, ils ne pouvaient pas pratiquer leur foi. Alors ils sont venus dans ce pays et ils ont établi ce lieu de culte pour les protestants. Et ils sont restés 120 ans. Puis la population juive est arrivée, de toute l'Europe et de la Russie. Eux aussi étaient persécutés et ne pouvaient pas pratiquer leur religion. Et à l'époque, ce lieu devenait vacant, puisque la population des Huguenots dans le quartier se réduisait. Alors les Juifs l'ont pris pour en faire leur lieu de culte. Donc c'est devenu une synagogue pendant environ 80 ans. Puis, dans les années 70, les Juifs du quartier déménageaient ailleurs. Donc le bâtiment se vidait à nouveau. La communauté juive a dit « c'était une église avant de devenir une synagogue. On voudrait que ça reste un lieu de culte. » Et ils étaient contents de le donner aux musulmans. Tu vois, ça c'est une plaque qui est restée de l'époque où c'était une synagogue. Je ne peux pas lire l'inscription en hébreu, mais il y a une traduction en anglais. C'est une très longue prière. De l'époque Huguenot, il ne reste pas grand-chose. Juste l'architecture. Il y a un an, 2 personnes sont venues et ils nous ont dit qu'à l'époque ils habitaient ici et ils se souvenaient de la synagogue. On leur a montré comment nous avons modifié le lieu. Parce que nous les musulmans, on prie dans la direction de la Mecque. Alors il a fallu faire quelques ajustements. On peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Et tous les vendredis, on est au complet. À l'extérieur de la mosquée, une tour attire mon attention. Elle ressemble à un minaret, mais elle est déconnectée du bâtiment. Vous voyez cette structure métallique, une grande tour assez lourdement ornée. Ça ressemble à un minaret, mais ce n'est pas un minaret. Les gens de la mosquée n'ont pas demandé l'ajout de ce minaret, mais l'artiste qui on a confié tout cela s'est dit que ce serait une bonne idée de construire ce minaret pour refléter les usages évolutifs.
Lors de la construction, financée, je crois, par la collectivité locale, il y avait une controverse. Certains résidents pensaient en effet qu'il y avait là une espèce d'incursion musulmane dans cet espace, que la religion était un petit peu trop prégnante dans l'espace public. Les résidents locaux, notamment les militants, les artistes, pour la plupart des blancs de la classe moyenne, disaient que cela était délétère pour la cohésion de la communauté locale si une religion dominait sur le plan visuel. On dit qu'en dehors de Jérusalem, ce bâtiment est le seul qui ait été une église, une synagogue et une mosquée. Mon cher Ouzbek, que ce soit en France ou en Angleterre, il y aura encore beaucoup de scandales liés aux mosquées et aux minarets. De Paris, le 6 de la lune de Chalval, 1712. Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Les femmes même faisaient un arc-en-ciel nuancé de 1000 couleurs qui m'entourait. Si j'étais au spectacle, je trouvais d'abord 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Enfin, jamais homme n'a tant été vu que moi. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux « Il faut avouer qu'il a l'air bien perçant ». Chose admirable, je trouvais de mes portraits partout. Je me voyais multiplié dans toutes les boutiques, sur toutes les cheminées, tant on craignait de ne pas m'avoir assez vu. Tant d'honneur ne laisse pas d'être à charge, et je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare, et quoique j'ai très bonne opinion de moi, je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européenne, pour voir s'il resterait encore dans ma physionomie quelque chose d'admirable. Cet essai me fit connaître ce que je valais réellement. Libre de tous les ornements étrangers, je me vis apprécié au plus juste. J'eus sujet de me plaindre de mon tailleur qui m'avait fait perdre en un instant l'attention et l'estime publique, car j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois 1 heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé, et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un, par hasard, apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. « Ah, monsieur est persan. C'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan ?» Mon cher Ouzbek, si j'ai décidé de t'écrire ces lettres, c'est parce qu'aujourd'hui encore, ton image incarne tous les clichés que les Français plaquent sur les musulmans qu'ils côtoient. À tel point que même si tu voulais changer tes pratiques, qui sont désormais d'une autre époque, comme par exemple te séparer de ton harem et de tes eunuques, eh bien tes lecteurs n'aimeraient pas ça. Tant ils tiennent à cette figure de l'homme oriental que tu personnifies à merveille. Sans le vouloir, cher Ouzbek, tu avais lancé une mode, en France et en Europe, qui s'est appelée plus tard l'orientalisme, c'est-à-dire une image figée de l'Orient et des musulmans. Non pas qu'elle était complètement fausse à ton époque, il y avait sans doute des voyageurs orientaux comme toi en Europe. Mais l'obstination des Français à ne pas lâcher ton image est sans doute à la source des incompréhensions dans le monde dans lequel je vis. Moi, d'origine turque, devenue française depuis peu. Mes lettres persanes. À bientôt, cher Ouzbek. De Brick Lane à la Goutte d'Or. Une émission d'Ilana Navarro réalisée par Annabelle Brouard, avec la collaboration du docteur Samuel Everett du Wolf Institute de l'Université de Cambridge.